Je parle 7 langues, dit le fils de la femme de ménage. Le PDG français rit, mais fut instantanément glacé. Claire Laurent n'aurait jamais imaginé que son fils de 12 ans entrerait dans la salle du conseil la plus importante du gratte-ciel, où elle travaillait comme femme de ménage depuis 7 ans. Mathieu avait toujours été un enfant curieux, mais ce mardi matin, il avait fait quelque chose qui pourrait coûter son emploi à sa mère et détruire les rêves qu'elle cultivait en silence. Ce fut lors de la réunion trimestrielle de l'entreprise multinationale que l'enfant apparut à la porte de la salle de conférence du 32e étage. Pierre Fontaine, le PDG français, connu pour sa rigueur implacable en affaires, expliquait aux cadres français pourquoi les contrats internationaux étaient annulés les uns après les autres. L'homme de 60 ans, vêtu de son impeccable costume et sa cravate soigneusement nouée sur sa chemise blanche, laissant apparaître ses cheveux grisonnants, parlait en anglais lorsqu'il fut interrompu par le son de la porte qui s'ouvrait. Mathieu entra, portant son cartable usé, son t-shirt bleu froissé et ses baskets élimées que Claire avait réussi à lui acheter à la fin de l'année précédente. Ses grands yeux déterminés balayèrent la pièce jusqu'à trouver le PDG français. Les 5 cadres présents se regardèrent avec malaise, certains chuchotant sur la manière dont cet enfant avait réussi à passer la sécurité. Monsieur Fontaine haussa un sourcil, clairement agacé par l'interruption. Sa voix chargée d'autorité coupa le silence de la pièce comme une lame affûtée. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cet enfant est-il entré ici? Mathieu ne montra aucune intimidation face à la présence imposante de l'homme d'affaires. Avec un courage qui semblait disproportionné pour son âge, il s'adressa directement au PDG et, à la surprise générale, commença à parler en arabe fluide. « Monsieur Fontaine, veuillez m'excuser d'interrompre votre réunion, mais je dois vous parler d'un sujet très important qui pourrait sauver les contrats de votre entreprise. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Pierre Fontaine sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Après 3 décennies passées à Lyon, il était rare qu'il entende quelqu'un parler l'arabe, sa langue maternelle, avec une telle perfection. Et surtout pas d'un enfant français, vêtu de vêtements simples. « Qui es-tu » demanda-t-il en arabe, testant l'enfant. « Mon nom est Mathieu Laurent. Ma mère est Claire. Elle travaille ici, nettoyant les bureaux à l'aube, » répondit l'enfant, maintenant en arabe, avec une prononciation impeccable. « Je parle 7 langues, et je peux résoudre le problème qui fait que les clients annulent les contrats. » Pierre laissa échapper un rire sarcastique, secouant la tête avec incrédulité. La situation lui semblait trop absurde pour être réelle. Un enfant pauvre, fils de la femme de ménage, affirmant parler 7 langues et promettant de résoudre des problèmes que ses meilleurs cadres ne pouvaient pas résoudre. « C'est ridicule, sécurité !» cria-t-il en anglais, faisant signe de faire sortir l'enfant. Mais Mathieu ne fut pas intimidé. Avant que quiconque ne puisse bouger, il continua de parler, cette fois en changeant pour un mandarin parfait. Le problème n'est pas dans les prix, ni dans la qualité des services. Le problème est dans la communication. Vous avez perdu le contrat avec l'entreprise chinoise parce que le traducteur a commis une grave erreur dans la proposition. Pierre fut glacé. Le contrat chinois avait été annulé la semaine précédente, et les détails de cette négociation étaient confidentiels. Seul lui et 3 cadres supérieurs connaissaient les raisons spécifiques de l'annulation. « Continue », dit-il en mandarin, testant à nouveau les connaissances de l'enfant. L'entreprise chinoise a interprété le mot utilisé dans la proposition comme de la subordination au lieu d'une association. Dans la culture chinoise, c'est offensant pour une entreprise de cette taille. Ils se sont sentis irrespectés, expliqua Mathieu, toujours en mandarin fluide. Pierre Fontaine sentit un frisson lui parcourir le dos. L'enfant avait raison, complètement raison. Mais comment pouvait-il connaître des détails aussi spécifiques d'une négociation ultra secrète? Le docteur Henri Vasseur, le directeur des opérations internationales, s'éclaircit la gorge avec malaise. « Pierre, peut-être devrions-nous appeler la sécurité. C'est clairement une sorte de fuite d'informations. » Mathieu regarda directement le docteur Henri et passa à un français parfait. « Il n'y a pas eu de fuite, docteur. J'ai entendu les conversations lorsque ma mère nettoyait ce bureau la semaine dernière. Vous parliez au téléphone avec le bureau de Montréal sur la façon de récupérer le contrat canadien qui était aussi en français et avait été annulé. Le problème à la base était similaire, mais impliquait une question de protocole culturel. » Henri pâlit. Cette conversation avait réellement eu lieu, et il pensait être seul dans le bureau. Pierre Fontaine se leva lentement de sa chaise,
les yeux fixés sur l'enfant. Des décennies d'expérience en affaires lui avaient appris à reconnaître un véritable talent lorsqu'il le voyait. Mais cela dépassait tout ce qu'il avait jamais vu. « Explique le problème canadien », ordonna-t-il en français. « L'entreprise canadienne a annulé parce que vous avez envoyé le contrat sans le traitement formel approprié. En France, il est essentiel d'utiliser Monsieur le Président au lieu de simplement Monsieur lorsque l'on s'adresse au PDG d'une entreprise de cette taille. » Ils l'ont considéré comme un manque de respect et de professionnalisme, répondit Mathieu en français impeccable, sans hésiter. La salle resta dans un silence complet. Pierre Fontaine sentit comme s'il était face à un phénomène qui défiait sa compréhension de la réalité. Comment un enfant de 12 ans, fils d'une femme de ménage, pouvait-il avoir une connaissance aussi spécifique des nuances culturelles internationales? Ce fut à ce moment que Claire Laurent apparut à la porte de la salle de conférence. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tenait la serpillière, et son visage était pâle de terreur. Elle avait passé les 20 dernières minutes à chercher désespérément Mathieu, craignant le pire, quand elle découvrit qu'il n'était pas à l'école. « Mathieu, qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-elle en français, en courant vers son fils. « Excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît, ne le renvoyez pas. Il n'a pas fait ça avec de mauvaises intentions. » Claire s'agenouilla devant le PDG français, ses larmes tombant sur le sol en marbre poli qu'elle-même avait nettoyé quelques heures plus tôt. « S'il vous plaît, monsieur Fontaine, je vous en supplie, ce n'est qu'un enfant curieux. Je travaille ici depuis 7 ans. Je n'ai jamais causé de problème, s'il vous plaît. Ne me renvoyez pas. C'est le seul travail que j'ai. » Pierre observa la scène avec des sentiments mitigés. L'humilité et le désespoir de Claire contrastaient drastiquement avec la confiance inébranlable de son fils. C'était comme si deux réalités différentes coexistaient dans la même famille. Mathieu s'agenouilla à côté de sa mère, posant sa petite main sur son épaule tremblante. « Maman, tu n'as pas à t'agenouiller devant qui que ce soit. Monsieur Fontaine est un homme juste, dit-il en français. Puis il passa à l'allemand, s'adressant au PDG. « Monsieur, votre entreprise perd des contrats parce qu'elle ne comprend pas les subtilités culturelles. En Allemagne, par exemple, vous avez perdu le contrat parce que vous avez envoyé la proposition un vendredi après-midi. Dans la culture d'affaires allemande, cela démontre un manque de planification et de sérieux. » Pierre s'assit lourdement sur sa chaise. L'enfant avait encore raison. Le contrat allemand avait été perdu exactement pour les raisons que Mathieu décrivait, mais ces détails n'avaient jamais été discutés ouvertement. « Comment as-tu appris tout ça ?» demanda Pierre, cette fois en français, sa voix chargée d'une curiosité authentique plutôt que d'irritation. Mathieu aida sa mère à se relever avant de répondre. « J'ai toujours été curieux des langues. J'ai commencé à étudier seul à la bibliothèque municipale quand j'avais 8 ans. Je regardais des vidéos gratuites sur Internet. J'empruntais des livres. Je conversais avec des immigrés dans le quartier où nous vivons. Ma mère travaillait tellement que je passais beaucoup de temps seul. Alors, étudier est devenu mon divertissement. » Claire essuya ses larmes avec la manche de sa blouse d'uniforme. « Il a toujours été différent, monsieur. Depuis tout petit, il préférait les livres plutôt que de jouer comme les autres enfants. Je ne pouvais pas lui acheter de cours de langue, mais il s'arrangeait toujours pour apprendre. » Le docteur Henri Vasseur croisa les bras, clairement agacé par la situation. « Pierre, c'est trop irrégulier. Nous ne pouvons pas prendre de décisions basées sur les paroles d'un enfant. Aussi impressionnant soit-il, il pourrait tout inventer. » Mathieu regarda le docteur Henri avec un sérieux qui semblait très mature pour son âge. « Voulez-vous que je vous le prouve ?» demanda-t-il en portugais parfait. « Vous avez perdu le contrat italien parce que vous n'avez pas compris que lorsque vous avez dit « si pensano », cela ne signifiait pas qu'ils allaient y penser comme une considération positive. En Italie, cette expression est une manière polie de dire non. Ils avaient déjà décidé de ne pas accepter la proposition. » Le docteur Henri pâlit de nouveau. Cette information spécifique sur l'expression italienne et son contexte culturel était quelque chose qu'il avait découverte à peine 2 jours auparavant grâce à un consultant spécialisé que l'entreprise avait engagé à prix d'or. Pierre Fontaine se leva et commença à marcher dans la pièce, les mains jointes dans le dos. Toute son expérience de vie lui disait qu'il était face à quelque chose d'extraordinaire. Mais son esprit rationnel luttait pour traiter la réalité qui se déroulait sous ses yeux. « Montre-moi la 7e langue », le défia-t-il en français. Mathieu sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Le problème avec l'entreprise espagnole n'était pas culturel, mais de temps, répondit-il en français fluide. Vous avez programmé la vidéoconférence sans considérer qu'en Espagne, on déjeune de 14h à 16h. La réunion a été programmée exactement à cette heure,
ce qu'ils ont interprété comme un manque de respect envers les coutumes locales. Pierre ferma les yeux un instant, sentant comme si le monde qu'il connaissait était en train de se reconstruire autour de lui. Le garçon avait raison sur absolument tout. Chaque détail, chaque nuance culturelle, chaque erreur spécifique qui avait coûté des millions à l'entreprise. La tension dans la pièce atteignit un nouveau niveau lorsque le docteur Henry suggéra à voix basse à Pierre qu'il serait peut-être préférable d'appeler la sécurité pour enquêter sur la fuite de ces informations confidentielles. Les autres cadres présents chuchotaient entre eux, clairement mal à l'aise avec la situation inhabituelle qui se déroulait. Claire serra la main de son fils, ses yeux encore rouges d'avoir tant pleuré. Elle connaissait bien ce regard sur les visages des hommes puissants. C'était le même que celui qu'elle voyait lorsqu'elle passait inaperçue en nettoyant les bureaux à l'aube. Pour eux, elle et Mathieu n'étaient que des obstacles gênants qui devaient être écartés. « Mathieu, allons-y. Tu as déjà causé trop de problèmes, » lui chuchota-t-elle, essayant de le tirer vers la porte. Mais Mathieu ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur Pierre Fontaine, comme s'il pouvait lire quelque chose dans l'expression du PDG que les autres ne parvenaient pas à percevoir. « Monsieur Fontaine, » dit-il en russe parfait, provoquant un sursaut visible chez l'homme d'affaires. « Je sais que vous aussi venez d'une famille modeste. J'ai lu votre histoire dans un magazine d'affaires à la bibliothèque. Votre père était vendeur de tissus dans les rues de Lyon. Un immigré qui avait tout bâti à la force de ses bras. Vous comprenez ce que c'est d'avoir du talent, mais de ne pas avoir d'opportunité. » Pierre sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. La mention de son père et des tissus de Lyon toucha des souvenirs qu'il avait enfouis depuis des décennies. Peu de gens au monde connaissaient ces détails intimes de sa jeunesse, et il ne s'attendait certainement pas à les entendre de la bouche d'un garçon français de 12 ans. « Comment sais-tu ça » demanda-t-il en russe, sa voix chargée d'émotions contenues. « Parce que je fais des recherches sur les personnes que j'admire, » répondit Mathieu, maintenant son russe fluide. « Vous avez bâti cet empire parce que quelqu'un vous a donné une opportunité, quand personne n'y croyait. Je ne demande que la même opportunité. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son de la respiration haletante de Claire, qui observait la conversation sans comprendre un mot de ce qui se disait, mais percevant que quelque chose de profond se passait entre son fils et l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais connu. Pierre se dirigea vers la fenêtre panoramique qui offrait une vue éblouissante sur Paris. Ses yeux parcoururent les bâtiments qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, chacun représentant des rêves, des ambitions et des histoires de personnes qui, comme lui, avaient lutté pour construire quelque chose de plus grand que ce que leurs origines permettaient. « Tu as dit que tu pouvais résoudre nos problèmes, » murmura-t-il, regardant toujours par la fenêtre. « Explique comment, Mathieu. » Mathieu prit une profonde inspiration, sentant que le moment décisif était arrivé. Il lâcha la main de sa mère et marcha jusqu'à se tenir à côté de Pierre à la fenêtre. « Vous essayez de faire des affaires internationales en utilisant uniquement des traducteurs techniques, » expliqua-t-il en français, sa voix gagnant une confiance qui contrastait avec son apparence juvénile. Mais la traduction n'est pas seulement de convertir des mots d'une langue à l'autre. C'est traduire des cultures, des traditions, des façons de penser. Pierre se retourna pour regarder le garçon, voyant son propre reflet dans les yeux déterminés de Mathieu. Continue. Chaque pays a son propre rythme, ses propres règles non écrites. L'entreprise perd des contrats parce qu'elle traite tous les clients de la même manière. Ce qui fonctionne en France ne fonctionne pas en Chine. Ce qui fonctionne en Chine ne fonctionne pas au Canada, expliqua Mathieu en gesticulant de ses petites mains pour appuyer ses propos. Le docteur Henry laissa échapper un rire sarcastique. « Pierre, tu ne peux pas prendre ça au sérieux. Ce n'est qu'un enfant qui répète des choses qu'il a entendues par hasard. » Mathieu se tourna vers le docteur Henry avec une expression sérieuse. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu des contrats de 15 millions d'euros au cours des 6 derniers mois. Précisément à cause de cette pensée, dit-il en anglais formel. Le problème n'est pas que je sois un enfant. Le problème est que vous n'écoutez pas quand quelqu'un a quelque chose d'important à dire. » La précision de la valeur mentionnée par Mathieu fit s'étrangler tout le monde dans la pièce. Ce nombre spécifique n'était connu que des 3 cadres les plus anciens de l'entreprise et avait été discuté lors d'une réunion à huis clos à peine 2 jours auparavant. Claire observait la scène avec un mélange de fierté et de terreur. Elle avait toujours su que Mathieu était spécial, mais elle n'avait jamais imaginé que son fils puisse s'exprimer avec une telle éloquence et connaissance devant des hommes
aussi puissant. Pierre retourna à sa chaise, mais cette fois, il ne s'assit pas. Il resta debout, les mains posées sur la table en acajou poli. Ses yeux parcoururent chaque visage dans la pièce avant de se fixer à nouveau sur Mathieu. « Tu as mentionné une solution. Quelle serait-elle » Mathieu marcha jusqu'à la table de conférence et, avec la permission silencieuse de Pierre, tira une chaise et monta dessus pour être à la hauteur des adultes. « Vous avez besoin de consultants culturels pour chaque région où vous faites des affaires, » commença-t-il, sa voix résonnant dans la pièce avec une autorité surprenante. « Il ne sert à rien d'avoir le meilleur produit du monde si vous ne savez pas comment le présenter de manière respectueuse pour chaque culture. » « Où trouverions-nous ces consultants ?» demanda Pierre, sincèrement intéressé. « Ici même en France, » répondit Mathieu avec un sourire. « Ce pays a accueilli des immigrés du monde entier. Il y a des communautés chinoises, arabes, italiennes, allemandes, japonaises. Des personnes qui ont conservé leurs traditions et connaissent aussi bien la culture française que celle de leur pays d'origine. » La simplicité brillante de la solution laissa tout le monde momentanément sans voix. Pierre avait dépensé des fortunes à engager des consultants internationaux alors que la solution était juste sous son nez. « Mais cela ne résout pas le problème immédiat, » dit le docteur Henry, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Les contrats sont déjà annulés. Les clients ont déjà perdu confiance. » Mathieu se leva de la chaise et marcha jusqu'à se tenir devant le docteur Henry. « Mais ils peuvent être reconquis, » affirma-t-il en anglais. « Chacun de vos clients a annulé parce qu'il s'est senti culturellement irrespecté. Si l'entreprise s'excuse de la bonne manière, dans la bonne langue, en suivant les bons protocoles culturels, ils comprendront que c'était un malentendu. »« Et saurais-tu comment faire ces approches correctes ?» demanda Pierre, commençant à voir des possibilités là où il ne voyait que des problèmes auparavant. « Je peux aider l'entreprise à comprendre chaque culture et à créer les stratégies correctes pour chaque situation, » répondit Mathieu avec confiance. « Non seulement les langues, mais les protocoles, les horaires, les formes de traitement, les cadeaux appropriés, tout ce qui est nécessaire. » Claire trouva enfin le courage de parler. « Avec votre permission, messieurs, je sais que mon fils est intelligent, mais vous ne pouvez pas sérieusement envisager d'engager un enfant pour résoudre les problèmes d'une entreprise de cette taille. » Pierre regarda Claire avec une expression douce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Madame Laurent, votre humilité est admirable, mais vous sous-estimez votre fils, » dit-il gentiment en français. « En 30 ans d'affaires internationales, je n'avais jamais vu quelqu'un faire preuve d'une compréhension culturelle aussi précise. Son âge n'a pas d'importance s'il peut apporter des résultats. » Le docteur Henry croisa les bras, clairement contrarié. « Pierre, c'est complètement irrégulier. Nous ne pouvons pas fonder des décisions commerciales sur les paroles d'un enfant, aussi impressionnant soit-il. Et s'il fait semblant et ne peut pas tenir ses promesses. » Mathieu regarda directement le docteur Henry. « Vous voulez une preuve ?» demanda-t-il en français. « Laissez-moi appeler l'entreprise chinoise tout de suite et récupérer ce contrat. » Le défi flotta dans l'air comme une bombe, sur le point d'exploser. Pierre Fontaine sentit son cœur s'accélérer. Si le garçon réussissait réellement à récupérer ce contrat, ce serait la preuve définitive de ses capacités. S'il échouait, toute cette situation surréaliste prendrait fin. « Es-tu sûr de ce que tu proposes ?» demanda Pierre en arabe. « Je le suis, » répondit Mathieu dans la même langue. « Mais j'ai besoin d'une condition. »« Laquelle ?»« Si je parviens à récupérer le contrat chinois, vous promettez que ma mère sera traitée avec respect ici dans l'entreprise. Je ne veux pas qu'elle continue d'être considérée comme une simple femme de ménage invisible. » Pierre sentit une piqûre au cœur. Les paroles du garçon faisaient écho à des souvenirs de sa propre jeunesse, quand il était traité comme invisible par les riches commerçants de Lyon, alors qu'il aidait son père à vendre des tissus dans les rues. « Si tu parviens à récupérer ce contrat, dit Pierre lentement, ta mère recevra une promotion au poste de coordinatrice de nettoyage avec un salaire décent et des avantages sociaux complets. » Claire ouvrit la bouche sous le choc, mais Mathieu n'avait pas terminé. « Et je veux étudier, ajouta-t-il. Vous n'avez pas besoin de me payer comme employé, mais je veux avoir accès aux cours de langue que l'entreprise offre aux cadres. Je veux continuer à apprendre. » Pierre tendit la main à Mathieu. « Marché conclu. Maintenant, montre-moi de quoi tu es capable. » Mathieu serra la main du PDG français avec une fermeté surprenante pour son âge. Pierre prit son téléphone professionnel et composa le numéro de l'entreprise chinoise.
activant le haut-parleur pour que tous puissent écouter. Après quelques tonalités, une voix féminine répondit en mandarin. « Ouais, Beijing Global Trade ?» Mathieu prit une profonde inspiration et commença à parler en mandarin parfait. « Bonjour, mon nom est Mathieu Laurent. J'appelle au nom de Galliard Entreprises de France. Je voudrais parler avec le directeur Zhang au sujet d'une question importante liée au malentendu culturel qui a causé l'annulation de notre accord. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Un instant, s'il vous plaît. » Pendant qu'ils attendaient, Pierre observa les expressions des cadres autour de la table. Le docteur Henri était pâle, clairement nerveux par la tournure des événements. Claire serrait les mains avec force, priant en silence pour que son fils ne échoue pas devant tant de personnes importantes. « Allô, ici Zhang Wei », dit une voix masculine grave en mandarin. « Directeur Zhang, merci beaucoup d'avoir accepté mon appel », répondit Mathieu, adoptant le ton respectueux approprié pour la culture chinoise. « J'appelle pour exprimer notre profonde reconnaissance de la grave erreur que notre entreprise a commise dans la traduction de la proposition commerciale. » « Erreur ?» demanda Zhang, sa voix montrant de la curiosité. « Oui, monsieur. Nous avons découvert que notre traduction a utilisé des termes qui suggéraient une relation de subordination au lieu d'un partenariat égalitaire. Dans la culture chinoise, nous savons que c'est profondément offensant pour une entreprise du prestige de Beijing Global Trade. » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Pierre retint sa respiration, sentant comme si le destin de son entreprise se décidait à cet instant. « Intéressant, » dit finalement Zhang. « Personne dans votre entreprise n'avait fait preuve de compréhension de cet aspect culturel jusqu'à présent. »« Parce que nous n'avions pas la bonne personne pour la communication, directeur Zhang. Nous aimerions reformuler notre proposition avec le respect dû que votre entreprise mérite en vous traitant comme les partenaires égaux que vous auriez toujours dû être. » Pierre observa fasciné Mathieu naviguer la conversation avec une sophistication culturelle que ses propres cadres n'avaient jamais montrée. « Et qui serait cette personne adéquate ?» demanda Zhang, clairement intrigué. « Moi-même, monsieur. J'ai étudié le mandarin et la culture chinoise parce que je crois que faire de vraies affaires signifie comprendre et respecter les traditions des personnes avec qui nous travaillons. »« Vous parlez bien notre langue. Quel âge avez-vous » Pierre sentit son cœur s'arrêter. Si Zhang découvrait qu'il parlait à un enfant de 12 ans, toute la crédibilité serait perdue. « J'ai peu d'âge, mais beaucoup de respect pour la sagesse chinoise, » répondit Mathieu diplomatiquement. Comme le dit le proverbe, l'âge est important, mais la sagesse peut venir sous n'importe quelle forme. Zhang rit de l'autre côté de la ligne. « C'est vrai. Eh bien, jeune sage, que propose votre entreprise pour corriger ce malentendu ? » Nous aimerions refaire complètement la proposition, cette fois avec des traductions culturellement appropriées et des termes qui reflètent un véritable partenariat d'égal à égal. Nous aimerions également envoyer la proposition à l'heure appropriée, selon les coutumes chinoises, et inclure un cadeau symbolique approprié comme geste de bonne volonté. Quel genre de cadeau ? Pierre réalisa qu'il retenait sa respiration. Mathieu improvisait sur un terrain complètement inconnu. Un ensemble de livres sur l'histoire de la France traduits en mandarin, pour démontrer notre désir de partager notre culture, tout comme nous respectons la vôtre. Intéressant. Et quand cette nouvelle proposition serait-elle prête ? Dans une semaine, directeur Zhang. Suffisamment de temps pour s'assurer que chaque détail est parfait et culturellement approprié. Très bien, nous attendrons. Et jeune homme ? Oui, monsieur. Votre entreprise a bien fait de finalement trouver quelqu'un qui comprend que les vraies affaires commencent par le respect mutuel. Merci beaucoup, directeur Zhang. Passez une excellente journée. Lorsque Mathieu raccrocha le téléphone, le silence dans la pièce était absolu. Pierre Fontaine regarda le garçon avec une expression qui mêlait surprise, admiration et quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Une humilité authentique. Le docteur Henri était pâle comme un drap, luttant clairement pour traiter ce qu'il venait de voir. Les autres cadres chuchotaient entre eux, leur visage reflétant un mélange d'incrédulité et de respect à contre-cœur. Claire avait les larmes aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de fierté. Son fils venait de converser avec un cadre chinois comme s'il était un diplomate expérimenté, naviguant des nuances culturelles dont elle ne savait même pas qu'elles existaient. « Mathieu, » dit Pierre lentement, « tu viens de faire quelque chose que mes meilleurs cadres n'ont pas réussi en 6 mois. Maintenant, nous devons faire en sorte que la proposition se concrétise, » répondit Mathieu avec sérieux. « Il ne sert à rien de promettre si nous ne pouvons pas tenir nos promesses. »
Pierre se leva et marcha de nouveau vers la fenêtre, ses mains tremblant légèrement. En 30 ans à construire son empire commercial, il ne s'était jamais senti aussi surpris et en même temps aussi inspiré. « Docteur Henry, dit-il sans se retourner, je veux que vous annuliez tous mes engagements cette semaine. Nous allons travailler exclusivement sur la proposition chinoise. » « Pierre, tu ne peux pas être sérieux à l'idée de travailler avec un enfant, protesta le docteur Henry. Pierre se retourna lentement, son expression plus sérieuse que quiconque dans la pièce n'avait jamais vu. « Docteur Henry, en 6 mois, vous avez perdu 15 millions d'euros en contrat pour ne pas avoir compris ce que cet enfant vient de nous apprendre en 1 heure. Il est grand temps de reconnaître que l'âge n'est pas synonyme de sagesse et que la sagesse n'est pas synonyme de diplôme universitaire. » L'ambiance dans la pièce changea radicalement. Pierre venait de prendre une position que personne n'attendait, défendant publiquement un garçon de 12 ans contre son propre directeur des opérations. Mathieu s'approcha de sa mère et lui prit la main. « Maman, tu n'as pas à avoir peur. Monsieur Fontaine est un homme de parole. » Claire regarda le PDG français avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier, mais Mathieu a encore besoin d'aller à l'école. Il ne peut pas abandonner ses études. » « Bien sûr que non, » acquiesça Pierre. « En fait, je vais m'assurer qu'il ait les meilleurs professeurs particuliers de langue que l'argent puisse acheter. Considérez-le comme un investissement de l'entreprise. » Le docteur Henry ne put se contenir. « Pierre, c'est de la folie. Tu parles d'investir des ressources de l'entreprise dans un enfant basé sur un seul appel téléphonique. » Pierre marcha jusqu'au docteur Henry et le regarda directement. « Henry, combien de millions m'as-tu coûté ces 6 derniers mois, avec ton incapacité à comprendre les marchés internationaux? C'est différent. J'ai un MBA de HEC Paris, 20 ans d'expérience. Et ce garçon de 12 ans vient de résoudre en 1 heure un problème que tu n'as pas pu résoudre en 6 mois, l'interrompit Pierre. Il est grand temps d'admettre que l'expérience sans résultat n'est que du temps perdu. La tension dans la pièce atteignait un niveau presque palpable. Claire percevait que son fils avait involontairement provoqué une crise de pouvoir au sein de l'entreprise et craignait que cela puisse avoir des conséquences dangereuses pour eux deux. « Monsieur Fontaine, » dit Claire timidement, « il serait peut-être préférable de laisser les choses telles qu'elles étaient auparavant. Nous ne voulons pas causer de problèmes dans votre entreprise. »« Claire, » répondit Pierre avec gentillesse, « le problème existait déjà avant que vous n'entriez dans cette pièce. La différence est que maintenant nous avons l'opportunité de le résoudre. » Mathieu regarda autour de la pièce, percevant les tensions que sa présence avait créées. Avec une maturité impressionnante pour son âge, il s'adressa à Pierre en arabe. « Monsieur, il serait peut-être préférable que nous travaillions en privé ces prochains jours. Je ne veux pas créer de problème entre vous et votre équipe. »« Non, » répondit Pierre fermement en français, pour que tous comprennent. « Je ne vais pas cacher le talent au nom des égos blessés. Si quelqu'un dans cette entreprise a un problème à travailler avec Mathieu, il peut chercher un emploi ailleurs. » L'ultimatum résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Le docteur Henry pâlit, réalisant clairement que sa position dans l'entreprise était remise en question publiquement. « Pierre, nous devons parler en privé, » dit le docteur Henry entre ses dents. « Il n'y a rien à dire en privé, Henry. Mathieu va travailler avec nous à la récupération des contrats perdus. Et toute personne qui ne peut pas accepter cela est libre de quitter l'entreprise aujourd'hui même. » Pierre se tourna vers Mathieu et Claire. « Vous deux, accompagnez-moi. Nous allons travailler dans mon bureau privé. » En sortant de la salle du conseil, Pierre s'arrêta à la porte et regarda en arrière. « Docteur Henry, je veux la liste complète de tous les contrats perdus au cours des 6 derniers mois sur mon bureau dans 1 heure. Si vous voulez conserver votre emploi, il est préférable de commencer à collaborer au lieu de résister. » Le bureau privé de Pierre Fontaine occupait tout l'étage supérieur du bâtiment. Les murs étaient décorés d'anciennes tapisseries orientales et un mur entier était couvert d'étagères remplies de livres dans diverses langues. Claire regardait autour d'elle, les yeux écarquillés. Pendant 7 ans à nettoyer ce bâtiment, elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle serait assise dans le bureau le plus important du bâtiment en tant qu'invitée. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Pierre en désignant des fauteuils en cuir qui coûtaient plus que ce que Claire gagnait en une année entière. Mathieu s'assit naturellement, mais Claire resta debout,
clairement mal à l'aise. « Madame Laurent, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous êtes mes invités maintenant, pas des employés suivant les protocoles, » dit Pierre avec un sourire aimable. « C'est que, monsieur, je n'aurais jamais pensé être assise dans un fauteuil comme celui-ci, » admit Claire, s'asseyant finalement au bord du fauteuil. Pierre servit de l'eau pour les deux dans des verres en cristal. « Claire, puis-je vous demander quelle est votre histoire? Comment vous et Mathieu êtes-vous arrivés ici ?» Claire regarda son fils, qui l'encouragea d'un signe. « Eh bien, monsieur, le père de Mathieu m'a quitté quand il avait 3 ans. Il a dit qu'il ne voulait pas la responsabilité d'une famille. Depuis, nous ne sommes que lui et moi. Comment avez-vous obtenu cet emploi ici? J'ai répondu à une annonce dans le journal. J'avais besoin d'un travail qui me permettait de m'occuper de Mathieu pendant la journée et de travailler la nuit. Le poste de nettoyage de nuit était parfait, parce qu'il dormait pendant que je travaillais. » Pierre hocha la tête, comprenant les difficultés que Claire avait rencontrées. « Et quand vous êtes-vous rendu compte que Mathieu avait cette capacité spéciale avec les langues? » « Depuis tout petit, il était différent, » dit Claire, son visage s'illuminant en parlant de son fils. Quand il avait 5 ans, il a commencé à imiter les accents des gens à la télévision. Je pensais que c'était un jeu, mais après, je me suis rendu compte qu'il comprenait vraiment ce qu'il disait. Comment a-t-il appris tant de langues sans avoir d'argent pour des cours? Il passait des heures à la bibliothèque municipale, expliqua Claire. Quand j'arrivais du travail, je le trouvais souvent là, lisant des livres de langue ou regardant des vidéos sur l'ordinateur de la bibliothèque. Pierre se tourna vers Mathieu. « Et comment as-tu appris la culture d'entreprise internationale? »« Je lisais des magazines d'affaires que les gens laissaient dans le métro, » répondit Mathieu. « Et j'écoutais les conversations quand j'accompagnais ma mère au travail. J'ai appris que la langue n'est que le début. L'important est de comprendre comment les gens pensent. » « Combien de langues parles-tu vraiment couramment? » « 7 couramment. Français, anglais, arabe, italien, portugais, mandarin et russe. Je comprends un peu l'allemand et le japonais, mais je ne les parle pas encore bien. » Pierre hocha la tête en signe d'admiration. « En 30 ans d'affaires internationales, je parle 4 langues couramment. Toi, à 12 ans, tu en parles déjà 7. Vous avez dû construire une entreprise, » répondit Mathieu avec modestie. « Moi, je n'ai eu que le temps d'étudier. » La conversation fut interrompue par un coup à la porte. La secrétaire de Pierre entra avec une pile de documents. « Monsieur Fontaine, le docteur Henry a envoyé la liste des contrats perdus que vous avez demandé. »« Merci, Sophie. Dites au docteur Henry que nous travaillerons ici le reste de l'après-midi. » Lorsque la secrétaire sortit, Pierre éparpilla les documents sur son bureau. « Mathieu, voici tous les contrats perdus au cours des 6 derniers mois. 15 millions d'euros. Penses-tu pouvoir nous aider à comprendre ce qui a mal tourné dans chaque cas ?» Mathieu se leva et s'approcha du bureau. Ses yeux parcoururent rapidement les documents. « Puis-je voir les communications originales qui ont été envoyées à chaque entreprise ?» Pierre ouvrit son ordinateur et commença à accéder aux fichiers. Pendant l'heure suivante, Mathieu examina méticuleusement chaque proposition, chaque courriel, chaque communication qui avait été envoyée aux entreprises internationales. « Le problème est systématique, » dit-il finalement. « Chaque entreprise a été traitée avec la même approche culturelle française, sans s'adapter à leurs traditions spécifiques. » Explique les détails. L'entreprise japonaise a annulé parce que vous avez envoyé la proposition pendant la Golden Week, qui est un jour férié national au Japon. Cela montre que vous n'avez pas recherché leur calendrier culturel, commença Mathieu. Continue. L'entreprise italienne a annulé parce que vous avez programmé une réunion en août, quand toute l'Italie part en vacances. L'allemande a annulé parce que vous avez envoyé des courriels très informels, et en Allemagne, les affaires sont toujours formelles. La canadienne a annulé pour le traitement inapproprié que j'ai déjà expliqué. Pierre observait, fasciné, Mathieu décomposer chaque erreur avec une précision chirurgicale. « Et penses-tu que tous ces contrats peuvent être récupérés ? » « Je crois que oui, » répondit Mathieu avec confiance. Chaque entreprise a annulé parce qu'elle s'est sentie culturellement irrespectée, non pas parce qu'elle n'aimait pas le produit ou le prix. Si nous nous excusons de la bonne manière et refaisons les propositions en respectant leur culture, elles comprendront que c'était un malentendu. Claire observait la conversation avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Son fils parlait de récupérer 15 millions d'euros comme si c'était quelque chose de naturel pour un enfant de 12 ans. « Mathieu, » dit Pierre, « comprends-tu la responsabilité de ce que tu proposes de faire? Si tu échoues, mon entreprise peut subir des dommages encore plus importants. »« Je comprends, monsieur, » répondit Mathieu sérieusement. « Mais je comprends aussi que si je n'essaie pas, rien ne changera.
vous continuerez à perdre des contrats pour les mêmes raisons. Pierre se pencha en arrière sur sa chaise, observant le garçon avec une admiration croissante. Tu me rappelles moi-même quand j'avais ton âge. La même détermination, la même volonté de prouver que j'étais capable de quelque chose de plus grand. Vous venez vraiment d'une famille pauvre ? Demanda Mathieu, avec une curiosité authentique. Pierre sourit, ses souvenirs remontant des décennies en arrière. Mon père vendait des tissus dans les rues de Lyon. Nous étions si pauvres que parfois, nous ne mangions qu'un seul repas par jour. Mais mon père disait toujours que l'éducation était la seule chose que personne ne pourrait nous enlever. Comment avez-vous réussi à sortir de cette situation ? Un riche commerçant a remarqué que je parlais plusieurs langues et m'a offert un emploi de traducteur. C'était exactement l'opportunité dont j'avais besoin pour prouver ma valeur. Claire percevait les similitudes entre l'histoire de Pierre et la situation de Mathieu. Les deux étaient jeunes, avec des talents exceptionnels, cherchant une opportunité de prouver leur valeur. « Monsieur Fontaine, » dit Claire timidement, « croyez-vous vraiment que mon fils puisse aider votre entreprise ?»« Claire, en 3 décennies d'affaires, j'ai appris à reconnaître le talent authentique. Mathieu n'est pas seulement un enfant intelligent, il a un don rare pour comprendre les gens et les cultures. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme universitaire. Mais, et si ça tourne mal ? Et si les clients n'acceptent pas de travailler avec un enfant ? Alors, nous essaierons une approche différente, répondit Pierre. Mais quelque chose me dit qu'ils seront impressionnés par sa compétence, tout comme je l'ai été. Mathieu regarda sa mère avec détermination. Maman, toute ta vie tu as travaillé dur pour me donner des opportunités. Maintenant, c'est à moi de travailler dur pour te donner une vie meilleure. Claire sentit les larmes revenir à ses yeux. Mon fils, je n'ai pas besoin d'une vie meilleure. J'ai juste besoin que tu sois heureux et en sécurité. Mais je veux plus que ça, maman. Je veux que tu sois fière de moi. Et je veux que tu n'aies plus jamais à t'agenouiller devant personne. Pierre observa l'échange émotionnel entre la mère et le fils, sentant un pincement au cœur en se souvenant de sa propre mère, décédée sans voir son succès commercial. « Bon, » dit Pierre, brisant le moment émouvant. « Si nous allons faire ça, nous devons commencer immédiatement. Mathieu, es-tu prêt à travailler dur les prochains jours ? » « Je suis prêt, monsieur. Et toi, Claire, te sens-tu à l'aise avec le fait que ton fils travaille ici ?» Claire regarda Mathieu, voyant la détermination briller dans ses yeux. « Si c'est ce qu'il veut, je le soutiens. Mais il doit continuer à étudier à l'école. »« Bien sûr, » accepta Pierre. « En fait, je vais lui trouver des professeurs particuliers pour qu'il puisse étudier ici même pendant les pauses. » La conversation fut de nouveau interrompue par un coup à la porte. Cette fois, le docteur Henry entra sans attendre la permission, son expression clairement agitée. « Pierre, nous devons parler d'urgence, » dit-il, en lançant des regards de désapprobation à Mathieu et Claire. « Dis ce que tu as à dire, Henry. Nous n'avons pas de secret ici. J'ai reçu des appels de 3 cadres supérieurs, demandant des éclaircissements sur les rumeurs selon lesquelles tu engages un mineur pour faire le travail de consultant international. » Pierre soupira, visiblement fatigué des résistances constantes. « Et quelle a été ta réponse ? » J'ai dit que tu étais au courant des aspects légaux, mais ils veulent une confirmation directe de ta part. Dis-leur que Mathieu est un consultant culturel, pas un employé. Il n'y a pas d'empêchement légal à ce qu'il nous conseille sur des questions culturelles. Le docteur Henry hésita à la porte. « Pierre, es-tu sûr de ce que tu fais ? Cela cause beaucoup de remous dans l'entreprise. » En 24 heures, Mathieu a déjà ravivé l'intérêt de 2 clients que nous avions complètement perdus. Quel résultat ton équipe a-t-elle produit ces 6 derniers mois ? La question resta sans réponse. Le docteur Henry sortit du bureau, clairement mal à l'aise. « Monsieur Pierre, » dit Mathieu, « je ne veux pas causer de problème entre vous et votre équipe. » Mathieu, les changements rencontrent toujours de la résistance. L'important est que nous nous concentrions sur les résultats. Si nous parvenons à récupérer ces contrats, toute résistance disparaîtra. Dans l'après-midi, ils travaillèrent sur la stratégie pour aborder l'entreprise italienne. Mathieu expliqua qu'en Italie, les relations personnelles sont fondamentales pour des affaires réussies. Ils ont annulé parce que nous avons programmé une réunion en août, qui est le mois de vacances sacré en Italie, expliqua Mathieu. Mais aussi parce que notre approche était très froide et commerciale. Comment devons-nous les aborder alors ?
nous devons commencer par parler de famille et de tradition. En Italie, les affaires sont des extensions des relations familiales. Si nous montrons un intérêt sincère pour l'histoire de leur entreprise, ils nous pardonneront l'erreur précédente. Pierre appela l'entreprise italienne. Comme c'était la fin de l'après-midi à Paris, il ferait nuit en Italie. Mais Mathieu avait fait des recherches et découvert que le PDG Marco Ferretti avait l'habitude de travailler tard. L'appel fut pris par une secrétaire qui parlait anglais avec un accent italien très prononcé. Pronto, Ferretti Industries. Mathieu en italien parfait. Posso parlare con Marco Ferretti, per favore? È una questione importante riguardo a Gagliard Entreprises di Francia. Un momento, prego. Quelques minutes plus tard, une voix masculine chaleureuse répondit. Pronto, Marco Ferretti. Cosa volete? Signor Ferretti, buonasera. Mi chiamo Matteo Laurent. Chiamo dalla Francia per conto di Gagliard Entreprises. Ah sì, la vostra azienda. Che cosa volete? Signor Ferretti, prima di tutto voglio scusarmi profondamente per l'errore culturale che abbiamo commesso. Programmare una riunione in agosto è stato molto irrispettoso verso le tradizioni familiari italiane. Marco ritì. C'è almeno qualcuno che capisce che agosto è sacro per le famiglie italiane. Ma voi sapete perché agosto è così importante per noi? Sì, signore. È il momento in cui le famiglie si riuniscono, quando i nonni raccontano storie ai nipoti, quando le tradizioni vengono tramandate. È il cuore della cultura italiana. Bravissimo! Finalmente qualcuno che capisce. E voi, avete famiglia? Pierre observa Mathieu naviguer habilement la conversation, démontrant une compréhension profonde des valeurs familiales italiennes. Mia madre è la persona più importante della mia vita. Lei ha lavorato molto duramente per darmi opportunità. Bene, un uomo che rispetta sua madre è un uomo di cui ci si può fidare. E cosa proponete per riparare questo errore? Vorremmo rifare completamente la proposta, questa volta mostrando come la nostra partnership può beneficiare non solo le vostre aziende, ma le comunità e le famiglie che dipendono da esse. Interessante. Quanto tempo vi serve? 2 settimane, signor Ferretti. Tempo sufficiente per preparare qualcosa degno di una famiglia rispettabile come la vostra. D'accordo, ma questa volta voglio vedere che avete davvero capito cosa significa fare affari in Italia. Certamente, signor Ferretti. Grazie per la sua pazienza e comprensione. Arrivederci. Ragazzo, saluti a tua madre da parte mia. Lorsque Mathieu raccrocha, Pierre sourit largement. D'après le ton, il semble que tu aies réussi à l'impressionner. Les Italiens valorisent les relations personnelles par-dessus tout. Quand j'ai mentionné ma mère et montré que je comprenais l'importance de la famille, il a commencé à me faire confiance. Et maintenant? Maintenant, nous devons créer une proposition qui montre comment notre partenariat va renforcer les communautés où votre entreprise opère. Cela ne peut pas être seulement des profits. Pierre hocha la tête en signe d'admiration. En un jour, tu as réussi à ouvrir le dialogue avec des clients que nous avions complètement perdus. Comment as-tu appris à naviguer ces nuances culturelles aussi bien? Je me suis toujours intéressé aux personnes différentes, répondit Mathieu. Quand on veut vraiment comprendre quelqu'un, il faut comprendre d'où il vient et ce qu'il valorise. La fin de l'après-midi apporta une surprise. Claire apparut à la porte du bureau de Pierre avec les larmes aux yeux. Mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. « Monsieur Pierre, merci beaucoup, dit-elle. Les filles de l'équipe de nettoyage m'ont traité avec tant de respect aujourd'hui. Pour la première fois en 7 ans, je me suis sentie comme une personne importante dans ce bâtiment. Claire, tu as toujours été importante. La différence est que maintenant, les gens le reconnaissent, répondit Pierre avec gentillesse. Comment s'est passé le premier jour de Mathieu? Ton fils a ravivé l'intérêt de 2 entreprises que nous avions complètement perdues. Il fait des miracles. Mathieu courut embrasser sa mère. Maman, comment s'est passé ton nouveau travail? Différent, mon fils, très différent. J'ai un bureau à moi, une équipe à coordonner, et les gens m'appellent Madame Laurent, au lieu de juste saluer quand ils me voient. Pierre observa les retrouvailles entre la mère et le fils avec une sensation de satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il assistait à la transformation d'une famille grâce à l'opportunité et à la reconnaissance du mérite authentique. Claire, Mathieu, voudriez-vous dîner avec moi aujourd'hui? Je connais un restaurant où nous pourrons discuter des prochaines étapes. Claire hésita. Monsieur, nous ne savons pas nous comporter dans les restaurants chics. Claire, vous vous comportez en étant vous-même. L'authenticité vaut plus que l'étiquette formelle. Pendant le dîner, dans un restaurant élégant du centre de Paris, Pierre raconta plus de détails de son propre parcours, depuis les rues de Lyon
jusqu'à devenir l'un des entrepreneurs les plus prospères de France. Quand je suis arrivé à Paris il y a 30 ans, je ne parlais que l'arabe et un anglais basique, raconta Pierre. Je travaillais en vendant des produits importés dans le centre-ville. Je dormais dans une pension bon marché et j'ai mangé une fois par jour pour économiser de l'argent. Comment avez-vous appris le français ? Demanda Mathieu. De la même manière que toi, tu as appris d'autres langues. Curiosité, dévouement et nécessité. Je savais que pour réussir en France, je devais comprendre non seulement la langue, mais aussi la culture française. Vous ne vous êtes jamais senti déplacé ? Tous les jours, Mathieu. Mais j'ai appris qu'être différent peut être un avantage, si l'on sait utiliser ces différences pour ajouter de la valeur. Claire écoutait fascinée les histoires de Pierre, voyant des parallèles avec sa propre lutte pour offrir de meilleures opportunités à son fils. « Monsieur Pierre, dit Claire, puis-je demander pourquoi vous nous aidez autant ?» Pierre marqua une pause, considérant attentivement sa réponse. « Claire, quand j'avais l'âge de Mathieu, un riche commerçant m'a donné une opportunité qui a changé ma vie. Il a vu du potentiel là où d'autres ne voyaient qu'un jeune homme pauvre. Maintenant, c'est à mon tour de faire la même chose. Mais, et si ça tourne mal ? Et si Mathieu ne parvient pas à tenir sa promesse ? Nous essaierons une approche différente, répondit Pierre. Mais quelque chose me dit que ton fils va nous surprendre tous, y compris lui-même. Le dîner se poursuivit, avec Mathieu posant des questions détaillées sur les stratégies commerciales, tandis que Pierre était impressionné par la maturité et la perspicacité des questions du garçon. « Mathieu, as-tu déjà pensé à ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» demanda Pierre. « Je veux aider des personnes comme nous à avoir de meilleures opportunités, » répondit Mathieu sans hésiter. « Je veux créer une entreprise qui valorise le talent, peu importe où la personne est née ou combien d'argent sa famille a. » Pierre sourit, reconnaissant en lui le même idéalisme qui avait motivé sa propre trajectoire entrepreneuriale. « C'est un objectif noble et tu as tous les outils nécessaires pour l'atteindre. » Quand ils rentrèrent chez eux ce soir-là, Claire et Mathieu discutèrent de la façon dont leur vie avait complètement changé en seulement 2 jours. « Mon fils, es-tu sûr de pouvoir gérer toute cette responsabilité ?» demanda Claire, tandis qu'ils préparaient un dîner simple dans la petite cuisine de leur appartement. « J'ai peur, maman, » admit Mathieu. « Mais je sais aussi que c'est notre chance d'avoir une vie différente. Si je n'essaie pas maintenant, je n'aurai peut-être plus jamais une opportunité comme celle-ci. Je te fais confiance, mon fils. J'ai toujours eu confiance. Je veux juste que tu saches que quoi qu'il arrive, je suis déjà fier de qui tu es. » Mathieu serra sa mère dans ses bras, sentant le poids de la responsabilité, mais aussi la force de l'amour inconditionnel qu'il avait toujours soutenu. « Maman, nous allons y arriver. Nous allons montrer à tous que des gens comme nous peuvent aussi faire la différence. » Ce soir-là, en étudiant des documents sur le protocole d'affaires international que Pierre lui avait fourni, Mathieu ne pouvait s'empêcher de penser aux défis qu'il affronterait les jours suivants. Il savait que beaucoup de gens dans l'entreprise de Pierre doutaient de lui, et que toute erreur pourrait détruire non seulement ses propres opportunités, mais aussi nuire à la position de Pierre et au nouveau poste de sa mère. Mais outre la pression, il ressentait aussi une détermination ardente. Il avait enfin l'occasion d'utiliser ses talents pour quelque chose de significatif, pour transformer non seulement sa propre vie et celle de sa mère, mais aussi pour démontrer que la compétence et le caractère importent plus que l'origine sociale ou l'âge. 3e jour. Mathieu arriva au bureau de Pierre, décidé à accélérer les progrès. Ils avaient ravivé l'intérêt de 2 clients, mais devaient encore travailler sur les contrats allemands, italiens et canadiens. « Bonjour, Mathieu. » salua Pierre, qui était déjà au bureau depuis 6 heures du matin. « As-tu bien dormi ?»« Oui, monsieur. J'ai passé la nuit à penser aux stratégies pour les prochains clients. »« Excellent. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'entreprise allemande. Tu as mentionné qu'il valorisait la formalité et la ponctualité. »« Exact. En Allemagne, les affaires sont traitées comme une science, » expliqua Mathieu. « Chaque détail doit être précis, chaque délai doit être respecté exactement, et la communication doit être claire et directe. Comment devons-nous les aborder ? Contrairement aux Italiens qui valorisent les relations personnelles, les Allemands veulent voir de la compétence technique et de la fiabilité. Nous devons démontrer que nous reconnaissons notre erreur de planification et que nous avons mis en œuvre des systèmes pour garantir que cela ne se reproduira plus jamais. » Pierre appela l'entreprise allemande. Il était midi à Paris, ce qui signifiait 13 heures en Allemagne.
une heure appropriée pour trouver des cadres encore au bureau. L'appel fut pris immédiatement par une secrétaire qui parlait allemand avec une précision mécanique. Becker, technologien. Guten Tag. Guten Tag, répondit Mathieu en allemand, formel, parfait. Könnte ich bitte mit Herrn Klaus Becker sprechen? Es handelt sich eine wichtige Angelegenheit bezüglich Galliard Entreprise aus Frankreich. Einen Moment, bitte. Après une courte attente, une voix masculine sérieuse répondit. Klaus Becker am Apparat. Was wünschen Sie? Herr Becker, mein Name ist Mathieu Laurent. Ich rufe an, uns für den schwerwiegenden Planungsfehler zu entschuldigen, den wir bei der Terminvereinbarung gemacht haben. Planungsfehler? Das war mehr als ein Planungsfehler. Das war ein Beweis für mangelnde Professionalität. Sie haben vollkommen recht, Herr Becker. Einen Termin an einem Freitagsnachmittag vorzuschlagen, zeigt, dass wir die deutsche Arbeitskultur nicht respektieren. Klaus Becker machte eine Pause, offensichtlich überrascht von der Genauigkeit der Fehlererkennung. Verstehen Sie also, warum das problematisch war? Ja, Herr Becker. In Deutschland ist der Freitagsnachmittag für die Vorbereitung des Wochenendes reserviert. Einen Geschäftstermin zu dieser Zeit vorzuschlagen, zeigt mangelnde Planung und Respektlosigkeit gegenüber der Work-Life-Balance. Das ist erstaunlich präzise. Wie haben Sie das herausgefunden? Wir haben unsere Fehler studiert und erkannt, dass erfolgreiche internationale Geschäfte eine präzise kulturelle Kenntnis erfordern. Wir möchten Ihnen eine neue Präsentation anbieten, die den deutschen Standards für Pünktlichkeit und Gründlichkeit entspricht. Wie lange würden Sie dafür benötigen? 2 Wochen, Herr Becker. Genug Zeit, um eine Präsentation zu erstellen, die den deutschen Qualitätsstandards entspricht und die Garantie, dass diese Präsentation pünktlich und vollständig sein wird. Absolut, Herr Becker. Sie haben mein Wort. Gut. Ich erwarte die Präsentation in genau 2 Wochen. Keine Verzögerung wird akzeptiert. Verstanden? Vielen Dank für Ihre Geduld, Herr Becker. Auf Wiederhören. Lorsque Mathieu raccrocha, Pierre secoua la tête en signe d'admiration. D'après son ton, il semble que tu aies réussi à l'impressionner. Les Allemands respectent la précision et la reconnaissance directe des erreurs. Quand j'ai expliqué exactement pourquoi notre approche précédente était inadéquate, il aperçut que nous avions vraiment étudié et compris notre faute. Et maintenant, nous avons 2 semaines de délai pour tenir nos promesses. Oui, mais cette fois nous savons exactement quoi faire. La proposition allemande doit être techniquement parfaite, avec des calendriers détaillés et des garanties spécifiques. Pierre se pencha en arrière sur sa chaise. Mathieu, tu viens de raviver l'intérêt du 3e client en 3 jours. Te sens-tu confiant? Je le suis. Mais je suis aussi conscient que la partie la plus difficile est encore à venir. Les faire nous écouter à nouveau n'était que le premier pas. Maintenant, nous devons livrer des propositions qui soient vraiment excellentes. L'après-midi fut consacré à travailler sur les détails des 3 propositions. Simultanément, Pierre avait mis toute son équipe de techniciens à la disposition de Mathieu, qui coordonnait les travaux avec une maturité qui impressionnait même les employés les plus expérimentés. Vers 18h, le docteur Henri apparut de nouveau à la porte du bureau, mais cette fois son expression était différente. « Pierre, puis-je vous parler à vous deux ?»« Bien sûr, Henri. » Le docteur Henri s'assit, l'air légèrement mal à l'aise. « Pierre, Mathieu, je vous dois des excuses à tous les deux. » Pierre et Mathieu échangèrent des regards surpris. J'ai reçu des appels de 3 clients aujourd'hui, demandant des éclaircissements sur les rumeurs, selon lesquelles nous avons de nouveaux protocoles culturels. Le mot s'est répandu sur le marché international que nous avons un consultant culturel exceptionnel. Et alors ? Demanda Pierre. Alors, 2 entreprises qui n'avaient jamais fait affaire avec nous ont appelé aujourd'hui, voulant des réunions spécifiquement pour connaître nos services de conseil culturel. Pierre se leva, clairement surpris. Tu es sérieux ? Complètement sérieux. La nouvelle que nous avons rétabli le dialogue avec des clients que nous avions perdus s'est rapidement répandue dans le milieu des affaires internationales. Mathieu resta calme, mais Pierre pouvait voir la satisfaction briller dans ses yeux. « Docteur Henri, dit Mathieu, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Non, Mathieu, j'avais tort. J'ai laissé le préjugé sur votre âge affecter mon jugement professionnel. C'était inapproprié de ma part. » Pierre observa la scène avec satisfaction. Il n'avait fallu que 3 jours pour que les résultats de Mathieu commencent à changer les attitudes dans l'entreprise. « Henri, j'apprécie ton honnêteté. Comment pouvons-nous travailler ensemble à partir de maintenant ? J'aimerais offrir toute la coopération de mon équipe pour garantir que les propositions soient techniquement parfaites. Mathieu a l'expertise culturelle, mais nous devons combiner cela avec notre expertise technique. » « Ce serait excellent, dit Mathieu.
Seul, je ne pourrais pas créer des propositions techniquement détaillées. Nous devons travailler ensemble. Le docteur Henry tendit la main à Mathieu. Partenaire. Partenaire, acquiesça Mathieu en serrant fermement la main du cadre. Le changement d'attitude du docteur Henry marqua un tournant dans l'entreprise. Au cours des jours suivants, d'autres cadres qui avaient montré une résistance initiale commencèrent à chercher Mathieu pour en apprendre davantage sur les nuances culturelles internationales. Une semaine après le premier jour de Mathieu dans l'entreprise, les 3 propositions étaient presque prêtes. La proposition japonaise comprenait une présentation visuelle suivant les protocoles esthétiques japonais, avec un cadeau culturel approprié et un langage qui démontrait un profond respect pour les traditions commerciales du pays. La proposition italienne mettait l'accent sur les valeurs familiales et communautaires, montrant comment le partenariat bénéficierait non seulement aux entreprises, mais aussi aux communautés locales. Elle incluait des invitations pour que les cadres français visitent l'Italie afin de connaître personnellement les opérations de l'entreprise italienne. La proposition allemande était techniquement impeccable, avec des calendriers précis, des garanties spécifiques et des protocoles de qualité qui respectaient les normes allemandes les plus rigoureuses. Le lundi de la 2e semaine, ils commencèrent à envoyer les propositions. La première fut pour le Japon, suivant exactement les protocoles de temps et de présentation que Mathieu avait étudiés. 2 heures après avoir envoyé la proposition japonaise, le téléphone de Pierre sonna. C'était Hiroshi Tanaka. « Moshi moshi, monsieur Fontaine », dit-il en anglais avec un fort accent japonais. « Tanaka-san, quel honneur de recevoir votre appel. Nous avons reçu votre proposition. Elle est impressionnante. Je veux parler au jeune consultant culturel qui a préparé cela. » Pierre passa le téléphone à Mathieu, qui changea immédiatement pour un japonais poli. « Tanaka-san, arigatou gozaimasu pour votre temps précieux. Ohayo gozaimasu. » La question qu'il craignait arriva enfin. Tanaka voulait savoir si Mathieu avait réellement 12 ans. Mathieu répondit que oui, il avait 12 ans, mais que le respect de la culture était plus important que l'âge. Il y eut un long silence. Puis Tanaka dit quelque chose qui fit illuminer le visage de Mathieu. Il voulait réactiver le contrat et avait programmé une réunion pour la semaine prochaine. Lorsque Mathieu raccrocha, Pierre le regarda avec une attente anxieuse. Il veut réactiver le contrat et a programmé une réunion pour la semaine prochaine. Pierre se leva de sa chaise et serra Mathieu dans ses bras. « Tu as réussi. Tu as récupéré un contrat de 3 millions d'euros. » La nouvelle se répandit rapidement dans l'entreprise. En quelques heures, des employés qui n'avaient jamais parlé à Mathieu venaient le saluer. Le changement d'atmosphère était palpable. Le mardi fut le tour de la réponse italienne. Marco Ferretti appela personnellement. « Ah, mio caro amico. Signor Ferretti, come sta? Benissimo. Ho ricevuto la vostra proposta. È bellissima. Avete capito davvero cosa significa fare affari in Italia? Grazie, signore. Abbiamo lavorato molto per rispettare le tradizioni della vostra azienda. La parte sulle famiglie e le comunità ci ha commosso. Nessuna azienda straniera aveva mai mostrato una tale comprensione della nostra cultura. Siamo onorati. Il contratto è vostro, Mathieu. E voglio che voi e Monsieur Fontaine veniate in Italia come nostri ospiti, per firmarlo di persona. Lorsque Mathieu raccrocha, il était radieux. 3 millions de plus récupérés et ils veulent que nous visitions l'Italie. Le mercredi, Hans Becker appela d'Allemagne. Ja, Herr Becker, hier Mathieu Laurent. Ihre Präsentation ist ausgezeichnet, präzise, vollständig und pünktlich geliefert. Vielen Dank, Herr Becker. Der Vertrag ist genehmigt. Wir beginnen nächsten Monat. 3 contrats récupérés, 9 millions d'euros. En 2 semaines, Mathieu avait réalisé quelque chose que l'équipe de Pierre n'avait pas pu faire en 6 mois. La célébration ce soir-là eut lieu dans le même restaurant où Pierre avait emmené Claire et Mathieu le premier jour. Mais cette fois, la table était pleine. Le docteur Henry était là, ainsi que d'autres cadres qui étaient devenus des admirateurs de Mathieu. Claire observait son fils traité avec respect et admiration par des hommes puissants qui 2 semaines auparavant ne savaient même pas qu'il existait. « Monsieur Pierre, » dit Claire, « je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. » « Claire, ce n'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. C'est le talent extraordinaire de votre fils qui a fait la différence. Mais vous avez donné l'opportunité. Sans cela, son talent n'aurait jamais été découvert. » Pierre regarda Mathieu qui conversait animément avec le docteur Henry sur des stratégies pour étendre les services de conseil culturel de l'entreprise. «
Savez-vous, Claire, je pensais que je vous aidais, mais maintenant je me rends compte que c'est vous qui m'avez aidé. Mathieu m'a rappelé pourquoi j'avais créé cette entreprise. Pour créer des opportunités pour des personnes talentueuses, indépendamment de leur origine. L'histoire aurait pu se terminer là avec une fin heureuse et tous les conflits résolus. Mais la vie est rarement aussi simple, et de nouveaux défis ne faisaient que commencer. 2 semaines après les premières victoires de Mathieu, Pierre reçut un appel qui changerait tout à nouveau. Pierre, ici Bernard Renard de la Fédération des entrepreneurs français, dit la voix au téléphone. Bernard, quel plaisir de vous entendre. En quoi puis-je vous aider? En fait, c'est l'inverse. J'ai entendu parler de votre nouveau consultant culturel. Je suis impressionné par les résultats que vous obtenez. Mathieu est vraiment exceptionnel. C'est de lui que je veux parler. Nous avons reçu des propositions de 3 entreprises multinationales qui veulent ses services. Elles sont prêtes à payer des sommes très élevées. Pierre sentit son estomac se serrer. Quel genre de proposition? Une entreprise américaine a offert un demi-million d'euros par an pour qu'il travaille exclusivement avec eux. Une entreprise suisse a offert encore plus. Pierre raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Pendant 2 semaines, il avait complètement oublié que le talent de Mathieu ne lui appartenait pas. D'autres entreprises découvriraient inévitablement le garçon et essaieraient de l'attirer avec des offres impossibles à refuser. Lorsque Mathieu arriva au bureau ce matin-là, Pierre était visiblement inquiet. « Il s'est passé quelque chose, monsieur Pierre ?» Pierre hésita. Comment expliquer à un garçon de 12 ans que son succès avait attiré l'attention d'entreprises prêtes à offrir des fortunes pour ses services? « Mathieu, je dois te parler de quelque chose d'important. Ton travail ici a été si exceptionnel que d'autres entreprises veulent t'embaucher. D'autres entreprises avec des offres financières très élevées. Plus d'argent que je ne pourrais en payer. » Mathieu s'assit lentement sur la chaise. « Vous me licenciez? Non, bien sûr que non. Mais je dois être honnête avec toi. Si d'autres entreprises t'offrent de meilleures opportunités, je ne peux pas t'empêcher de les considérer. » Pierre expliqua les détails des offres, observant les expressions qui traversaient le visage de Mathieu. « Un demi-million par an, c'est beaucoup d'argent, » dit Mathieu finalement. « C'est une fortune, Mathieu. Cela changerait complètement ta vie et celle de ta mère. Mais cela signifierait aussi te quitter, toi qui m'as donné la première opportunité. » Pierre sentit une piqûre au cœur. « Mathieu, j'ai survécu avant de te connaître. Tu dois faire ce qui est le mieux pour ton avenir. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Ces entreprises veulent une réponse rapide. » Ce soir-là, Mathieu discuta avec sa mère des offres. Claire fut stupéfaite des sommes mentionnées. « Mon fils, un demi-million par an? C'est plus d'argent que ce que je gagnerais en 20 ans. » « Je sais, maman, mais ce n'est pas seulement pour l'argent. » « Comment ça? » Monsieur Pierre a cru en moi, quand personne d'autre ne l'aurait fait. Il a risqué sa propre réputation pour me donner une opportunité. Si je pars maintenant, j'abandonne celui qui m'a aidé au moment où j'en avais le plus besoin. Mais mon fils, c'est une opportunité unique dans une vie. Il se peut que quelque chose comme ça ne se présente plus jamais. Maman, et si je peux créer quelque chose d'encore plus grand? Et si, au lieu de travailler pour une entreprise riche, je peux aider Monsieur Pierre à construire quelque chose qui aide d'autres personnes comme nous? Claire regarda son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr de ce que tu penses? » « J'ai une idée, maman. Mais je dois d'abord en parler à Monsieur Pierre. » Le lendemain matin, Mathieu arriva au bureau de Pierre avec une détermination que le PDG français reconnut immédiatement. C'était la même détermination que lui-même avait ressentie des décennies auparavant lorsqu'il avait décidé de refuser des offres d'emploi sûres pour construire sa propre entreprise. « Monsieur Pierre, j'ai pris ma décision concernant les offres des autres entreprises. » Pierre prit une profonde inspiration, se préparant à entendre qu'il perdait le jeune homme qui était devenu si important pour son entreprise et pour son propre renouveau personnel. « Je t'écoute. Je veux refuser toutes les offres. » Pierre sentit une vague de soulagement, mais aussi de confusion. « Mathieu, comprends-tu que tu refuses une fortune? » « Je comprends. Mais j'ai une proposition différente. » « Laquelle? » « Je veux que nous créions ensemble une division de conseil culturel au sein de votre entreprise. Non seulement pour récupérer des contrats perdus, mais pour aider les entreprises françaises à faire des affaires internationales de la bonne manière dès le début.
Pierre se pencha en arrière sur sa chaise, intrigué. Continue. Il existe des centaines d'entreprises françaises qui perdent des opportunités internationales pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles nous avons presque perdu ces contrats. Si nous créons un service qui enseigne à ces entreprises à comprendre les cultures internationales, nous pouvons aider toute la France à être plus compétitive mondialement. La vision de Mathieu était ambitieuse et inspirante. Pierre pouvait voir les possibilités se déployer dans son esprit. Et tu renoncerais à un demi-million par an pour travailler sur ce projet? Ce n'est pas renoncer, monsieur Pierre, c'est investir. Si notre projet fonctionne, il peut valoir beaucoup plus qu'un demi-million. Et plus important encore, il peut aider des centaines d'entreprises et des milliers de familles. Pierre garda le silence pendant plusieurs minutes, traitant la proposition. Mathieu ne refusait pas seulement une fortune, il proposait de créer quelque chose qui pourrait transformer la compétitivité internationale de toute la France. Mathieu, tu n'as que 12 ans. Comment peux-tu penser en des termes aussi vastes? Parce que j'ai appris de vous que l'âge ne limite pas la vision. Vous avez construit tout cela quand vous étiez jeune parce que vous pensiez grand et n'aviez pas peur de prendre des risques. Pierre se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville de Paris en contrebas. Combien d'entreprises dans cette ville perdaient des opportunités internationales pour ne pas comprendre les différences culturelles? Combien de talents comme Mathieu étaient gâchés par manque d'opportunités? Si nous allons faire cela, dit Pierre lentement, cela doit être fait correctement, avec une structure professionnelle, des ressources adéquates et une équipe qualifiée. Vous acceptez? Pierre se tourna vers Mathieu avec un sourire. J'accepte, mais avec quelques conditions. Lesquelles? Premièrement, tu continues tes études. Nous allons engager les meilleurs professeurs pour que tu termines ton éducation formelle tout en développant ce projet. Je suis d'accord. Deuxièmement, ta mère sera associée minoritaire dans la nouvelle division. Elle a trop travaillé pour que tu sois le seul récompensé. Mathieu sentit des larmes monter aux yeux. Merci, monsieur Pierre. Et troisièmement, si à un moment donné, tu changes d'avis et que tu veux accepter une de ces offres, tu as ma bénédiction. Je ne veux pas que tu te sentes piégé ici par gratitude. Je ne changerai pas d'avis, monsieur. C'est mon choix. La nouvelle de la nouvelle division de conseil culturel se répandit rapidement dans le milieu des affaires. En 2 semaines, ils avaient déjà 15 entreprises intéressées par les services. Le docteur Henry fut choisi pour diriger les aspects techniques, tandis que Mathieu coordonnait les questions culturelles. Claire, qui n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle serait associée d'une entreprise, pleurait d'émotion chaque fois qu'elle voyait son nom sur la plaque de la nouvelle division. Fontaine Conseil International. Fondateur, Pierre Fontaine, Mathieu Laurent, Claire Laurent. 6 mois plus tard, la division avait déjà aidé 50 entreprises françaises à établir des alliances internationales réussies. Mathieu avait embauché d'autres jeunes talents d'origine modeste, créant une équipe diversifiée qui comprenait aussi bien les défis économiques que les nuances culturelles. Ce qui avait commencé comme une interruption inopportune lors d'une réunion d'affaires s'était transformé en une révolution dans la manière dont les entreprises françaises faisaient des affaires à l'échelle internationale. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. La plus grande épreuve était encore à venir. 1 an après ce premier matin où Mathieu avait fait irruption dans la salle du conseil, un appel arriva qui allait tester toutes les limites de ce qu'ils avaient construit ensemble. « Pierre, ici Jiang Wei de Beijing Global Trade », dit la voix familière au téléphone. « Jiang, quel plaisir de t'entendre. Comment vont les choses? » « Très bien, grâce à l'alliance exceptionnelle avec vous. En fait, je t'appelle avec une proposition spéciale. » « Je t'écoute. » « Notre consortium chinois veut engager exclusivement les services de Mathieu pour établir des opérations dans toute l'Amérique latine. L'offre est de 5 millions d'euros par an, plus des primes. Pierre sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. 5 millions d'euros annuels, c'était une somme astronomique, impossible à égaler. C'est une offre très généreuse, Jiang. Et il y a plus. Nous offrons la résidence à Pékin, l'éducation dans les meilleures universités chinoises et l'opportunité pour Mathieu de construire sa propre entreprise de conseil avec notre soutien financier. Je vais en parler avec lui et je te rappellerai. Lorsque Pierre raccrocha, ses mains tremblaient de nouveau. Cette fois, l'offre était trop importante pour l'ignorer. Aucun parent responsable ne pourrait conseiller à un enfant de refuser une opportunité qui lui garantirait une sécurité financière à vie. Mathieu, maintenant âgé de 13 ans,
avait encore mûri au cours de l'année de travail dans l'entreprise. Quand Pierre lui expliqua l'offre chinoise, le garçon écouta en silence, traitant toutes les implications. 5 millions par an, répéta Mathieu lentement. C'est une fortune, Mathieu. Plus d'argent que tu ne pourrais dépenser en toute une vie. Et ils veulent que tu déménages en Chine, avec toute ta famille. Ta mère aurait aussi un poste de cadre là-bas. Mathieu garda le silence pendant de longues minutes. Monsieur Pierre, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Quand vous étiez jeune et que vous avez reçu votre première grande offre d'emploi, qu'est-ce qui vous a fait décider de la refuser et de construire votre propre entreprise? Pierre sourit, reconnaissant son propre chemin reflété dans la question de Mathieu. J'ai réalisé que je voulais construire quelque chose à moi. Quelque chose qui reflèterait mes valeurs et qui pourrait aider d'autres personnes comme moi. Et le regrettez-vous? Jamais. Même dans les moments les plus difficiles. Je savais que je construisais quelque chose de plus grand que de l'argent. Mathieu hocha lentement la tête. Alors, je crois que je connais déjà ma réponse. Ce soir-là, Mathieu discuta longuement avec sa mère. Claire, qui avait maintenant sa propre équipe et se sentait valorisée comme jamais auparavant, comprit parfaitement la décision de son fils. « Mon fils, 5 millions, c'est beaucoup d'argent, » dit Claire. « Mais j'ai appris que le bonheur ne vient pas seulement de l'argent. Il vient de faire quelque chose qui a du sens. Tu n'es pas en colère que je refuse tant d'argent? Je suis fière, répondit Claire, en serrant Mathieu dans ses bras. Tu as choisi de construire quelque chose à toi, au lieu de travailler pour d'autres. Cela montre que tu as vraiment grandi. Le lendemain matin, Mathieu entra dans le bureau de Pierre avec la même détermination qui l'avait toujours caractérisé. « Monsieur Pierre, j'ai pris ma décision concernant l'offre chinoise. » Pierre prit une profonde inspiration, se préparant à entendre qu'il perdait le jeune homme qui était devenu si important. « Je vais refuser l'offre. »« Mathieu, es-tu sûr? 5 millions. Je suis sûr, mais je veux proposer quelque chose de différent. »« Quoi? » ?»« Je veux que nous étendions ensemble notre entreprise à d'autres pays d'Amérique latine. Au lieu de travailler pour les Chinois, nous pouvons rivaliser avec eux en offrant des services meilleurs et plus personnalisés. » Pierre regarda Mathieu avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu proposes de rivaliser directement avec une puissance économique mondiale. Je propose d'offrir quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Une véritable compréhension de la culture latino-américaine. Nous comprenons ces marchés mieux que n'importe quelle entreprise étrangère. » La vision de Mathieu était ambitieuse au point de paraître impossible. Mais Pierre reconnaissait le même type d'ambition visionnaire qui l'avait poussé à construire sa propre entreprise des décennies auparavant. « Si nous allons faire ça, cela exigera un investissement massif, des risques énormes et des années de travail acharné. Je suis prêt, monsieur Pierre. Et si cela fonctionne, nous pourrons aider toute l'Amérique latine à être plus compétitive mondialement. » Pierre tendit la main à Mathieu. « Partenaire. Pour toujours, » répondit Mathieu en serrant fermement la main qui avait changé sa vie. 5 ans s'écoulèrent depuis ce matin où un garçon de 12 ans avait fait irruption dans une salle de conférence, changeant des vies pour toujours. Mathieu, maintenant âgé de 17 ans, était assis à une table de réunion très différente de celle où tout avait commencé. Fontaine Conseil International s'était étendu à 8 pays latino-américains, employant plus de 200 consultants culturels et aidant des milliers d'entreprises à établir des partenariats internationaux réussis. Claire, maintenant directrice des opérations de l'entreprise, portait des tailleurs élégants et supervisait une équipe de 50 personnes, mais elle conservait toujours l'humilité et la gentillesse qui l'avaient toujours caractérisée. « Mon fils, » dit Claire en entrant dans la salle de réunion où Mathieu révisait des contrats, « une lettre de l'université est arrivée. » Mathieu, qui avait terminé le lycée à 15 ans, grâce à des professeurs particuliers, avait postulé à plusieurs universités internationales de commerce. « C'est de Sciences Po Paris, » dit Claire en lui tendant l'enveloppe scellée. Mathieu ouvrit soigneusement la lettre. Après l'avoir lue, il regarda sa mère, les yeux brillants. « J'ai été accepté avec une bourse complète. » Claire serra son fils dans ses bras, se souvenant du garçon curieux qui passait des heures à la bibliothèque municipale. « Et que vas-tu faire ? » ?»« Je vais accepter, mais seulement si nous parvenons à structurer l'entreprise pour qu'elle fonctionne sans ma présence quotidienne. Je veux continuer à apprendre, mais je ne veux pas abandonner ce que nous avons construit. » Pierre, qui avait entendu la conversation depuis la porte, entra dans la pièce. « Félicitations, Mathieu.
Sciences Po, c'est une reconnaissance de tout ce que tu as accompli. Merci, monsieur Pierre. Mais je n'irai que si nous parvenons à garantir que l'entreprise continuera à croître. Mathieu, tu as construit quelque chose de plus grand que ta propre présence. L'entreprise va prospérer parce que les principes que tu as établis sont ancrés dans chaque employé. 3 mois plus tard, Mathieu se préparait à voyager à Paris. L'entreprise avait organisé une fête de départ dans le même restaurant où ils avaient célébré leur première victoire. Le docteur Henri, qui était devenu l'un des plus grands défenseurs de Mathieu, prononça un discours émouvant. Il y a 5 ans, j'ai douté d'un enfant de 12 ans. Ce fut la plus grande erreur professionnelle de ma vie. Mathieu m'a appris que la compétence n'a pas d'âge, que la vision n'a pas d'origine sociale et que l'humilité est la marque des vrais leaders. À ce moment, Claire était radieuse en voyant son fils honoré par des personnes qu'elle considérait maintenant comme de la famille. « Mon fils, lui chuchota-t-elle, ton père a perdu l'occasion de connaître l'homme extraordinaire que tu es devenu. Maman, il a perdu l'occasion de connaître la femme extraordinaire que tu as toujours été, répondit Mathieu, en embrassant la main de sa mère. Pierre se leva pour prononcer le dernier discours de la soirée. Il y a 5 ans, un enfant courageux a changé ma vie et mon entreprise pour toujours. Il m'a appris que donner des opportunités à des personnes talentueuses est le meilleur investissement que tout entrepreneur puisse faire. Mais plus que cela, il m'a rappelé pourquoi cela vaut la peine de construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pierre marqua une pause, ému. Mathieu, tu vas à Sciences Po, mais tu porteras toujours notre gratitude et notre certitude que tu vas conquérir le monde entier. Mathieu se leva pour répondre. Monsieur Pierre, Madame Claire, Docteur Henri, vous tous. Quand je suis entré dans cette pièce il y a 5 ans, j'étais désespéré de prouver ma valeur. Aujourd'hui, je sais que ma vraie valeur réside dans les personnes incroyables que j'ai rencontrées sur ce chemin et dans les vies que nous avons réussi à transformer ensemble. Il regarda autour de la pièce, voyant des visages qui représentaient sa famille choisie. Je vais à Sciences Po, non pas pour vous quitter, mais pour en apprendre encore plus sur la façon dont nous pouvons aider des personnes talentueuses partout dans le monde. Un jour, je veux créer une fondation qui donnera des opportunités à des garçons et des filles comme moi, qui ont du talent, mais n'ont pas d'opportunités. La fête continua tard, avec des histoires partagées et des souvenirs célébrés. Mais le moment le plus émouvant se produisit lorsque Pierre appela Claire et Mathieu pour une conversation privée. « J'ai une proposition pour vous », dit Pierre dans le bureau, qui était devenu le foyer de la famille qu'ils avaient choisi d'être. « Nous t'écoutons », dit Claire. « Je veux vous faire les associés majoritaires de l'entreprise. » Mathieu et Claire furent sous le choc. « Monsieur Pierre, ce n'est pas nécessaire, » protesta Mathieu. « Ce n'est pas nécessaire. C'est juste. Vous avez transformé une entreprise en une famille et une idée en un mouvement. Vous méritez d'être les propriétaires de ce que vous avez construit. » Pierre prit des documents qu'il avait soigneusement préparés. « Quand Mathieu sera diplômé de Sciences Po Paris, vous aurez le contrôle total de l'entreprise. Je resterai consultant, mais le leadership sera le vôtre. » Claire avait les larmes aux yeux. « Pierre, comment pouvons-nous vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous? En continuant à donner des opportunités à des personnes comme vous, en maintenant vivantes les valeurs que nous avons construites ensemble. » 2 ans plus tard, Mathieu achevait ses études à Sciences Po Paris lorsqu'il reçut un appel qui allait une fois de plus mettre à l'épreuve sa détermination. « Mathieu, ici François Lecomte de Lecomte International Consulting », dit la voix au téléphone. Mathieu connaissait l'entreprise. C'était l'une des plus grandes sociétés de conseil en affaires au monde. « En quoi puis-je vous aider, monsieur Lecomte ? Nous voulons acheter votre entreprise. Nous offrons 50 millions d'euros et vous deviendriez notre directeur mondial de la consultation culturelle. » 50 millions d'euros. C'était une somme impossible à imaginer quand Mathieu était un enfant pauvre qui étudiait à la bibliothèque municipale. « C'est une offre très généreuse, monsieur Lecomte. Et il y a plus. Nous offrons d'étendre les services à tous les continents, avec vous à la tête d'une équipe mondiale de 1000 consultants. Je vais en discuter avec mes associés et je vous rappellerai. » Lorsque Mathieu appela Claire et Pierre en leur racontant l'offre, il y eut un long silence. « Mon fils, » dit Claire finalement, « c'est plus d'argent que ce dont nous pouvions rêver. » « Mathieu, cette fois tu dois accepter, » dit Pierre. «
c'est l'opportunité d'étendre globalement tout ce que nous avons construit. Mais en travaillant pour une autre entreprise, en perdant notre indépendance. Parfois, accepter de l'aide est la manière la plus intelligente de grandir, argumenta Pierre. Mathieu passa des semaines à examiner l'offre. La somme était tentante, et l'opportunité d'impacter le monde entier était exactement ce dont il avait toujours rêvé. Mais quelque chose le dérangeait. Pendant des années, ils avaient construit une entreprise basée sur des valeurs de famille, d'opportunité et de croissance personnelle. Vendre à une grande corporation pourrait-il préserver ces valeurs? La réponse vint lors d'une visite à Paris pendant les vacances de Sciences Po. Mathieu marchait dans le bâtiment où tout avait commencé lorsqu'il rencontra une jeune femme de ménage nettoyant les bureaux à l'aube. « Bonsoir », salua Mathieu. « Bonsoir, monsieur », répondit la jeune femme, clairement nerveuse de parler à quelqu'un de bien habillé. « Comment vous appelez-vous »« Nathalie, monsieur. »« Nathalie, avez-vous des enfants ?»« J'ai un enfant de 8 ans, monsieur. Il veut étudier, mais c'est difficile avec mon salaire. » Mathieu sourit, se voyant et voyant Claire quelques années auparavant. « Et il aime étudier ?»« Il adore, monsieur, toujours avec des livres à la main. Il dit qu'il veut être médecin quand il sera grand. » Nathalie, demain, amenez votre fils ici. Je veux le rencontrer. Le lendemain matin, Nathalie apparut nerveusement avec un enfant aux yeux brillants et aux vêtements simples mais propres. Le garçon se présenta comme Julien, et lorsque Mathieu commença à converser avec lui, il découvrit que l'enfant parlait un anglais basique qu'il avait appris seul en regardant des vidéos sur Internet. « Julien, que veux-tu être quand tu seras grand ?»« Médecin, monsieur. Je veux aider les personnes qui n'ont pas d'argent pour se soigner. » Mathieu vit en Julien la même étincelle dans les yeux que Pierre avait vue en lui auparavant. « Julien, voudrais-tu étudier dans une meilleure école ?» Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. « J'aimerais beaucoup, monsieur, mais ma mère ne peut pas payer. » « Et si je te disais que notre entreprise a un programme de bourse d'études pour les enfants d'employés ?» Nathalie ouvrit grand les yeux. « Monsieur, ce serait un miracle. » Mathieu réalisa à ce moment-là que vendre l'entreprise signifierait perdre la capacité de créer ses miracles personnels. Les grandes corporations ont des protocoles, des hiérarchies, des bureaucraties qui empêchent les connexions humaines directes. Cet après-midi-là, Mathieu appela François Lecomte. « Monsieur Lecomte, merci pour l'offre généreuse, mais je vais devoir la décliner. » « Puis-je demander pourquoi ? Nous pouvons augmenter la valeur. » « Ce n'est pas une question d'argent, monsieur. C'est une question de but. Notre entreprise n'est pas seulement une affaire. C'est un mouvement pour donner des opportunités. Je ne peux pas risquer de perdre cette essence. Mathieu, vous refusez 50 millions d'euros. Je choisis quelque chose qui vaut plus que l'argent. La capacité de changer des vies directement. 2 jours plus tard, Mathieu annonça sa décision à Claire et Pierre. Il s'attendait à de la résistance, mais trouva une approbation fière. « Mon fils, tu as pris la bonne décision, » dit Claire. « L'argent, nous pouvons le gagner d'une autre manière. Mais l'opportunité d'aider des personnes telles que nous étions, c'est unique. »« Mathieu, » dit Pierre, « tu continues de me surprendre. À 19 ans, tu as une sagesse que beaucoup d'entrepreneurs de 60 ans n'ont pas. » Mathieu sourit. « J'ai appris des meilleurs professeurs, » dit-il en regardant affectueusement Claire et Pierre. 6 mois après avoir obtenu son diplôme de Sciences Po Paris, Mathieu retourna définitivement en France pour prendre la pleine direction de l'entreprise. Sa première décision fut d'élargir le programme de bourse d'études. Julien, le fils de Nathalie, la femme de ménage, fut le premier bénéficiaire du programme élargi. En quelques mois, il y avait 20 enfants d'origine modeste de plus, recevant une éducation de qualité financée par l'entreprise. « Mathieu, » dit le docteur Henry lors d'une réunion, « le programme de bourse coûte beaucoup d'argent. Devrions-nous le réduire ?»« Docteur Henry, » interrompit Mathieu gentiment, « vous souvenez-vous quand vous avez douté de moi parce que j'étais un enfant ? Combien de Julien y a-t-il là-bas, n'attendant qu'une opportunité ?» Le docteur Henry baissa la tête. « Tu as raison. Excuse-moi d'avoir remis cela en question. Pas besoin de t'excuser. Tu dois m'aider à trouver plus d'enfants talentueux à aider. » L'entreprise continua de croître, mais maintint toujours son accent sur les valeurs humaines plutôt que sur le profit maximum. Mathieu mit en œuvre une politique unique. Pour chaque nouveau contrat international, l'entreprise devait identifier et aider au moins une famille en situation de besoin. 5 ans après avoir obtenu son diplôme de Sciences Po Paris, Mathieu était de nouveau dans une salle du conseil. Mais cette fois,
Il était de l'autre côté de la table, observant une jeune fille de 15 ans qui avait demandé à lui parler. « Monsieur Mathieu, » dit la jeune fille nerveusement. « Mon nom est Léa. Ma mère travaille à la cuisine du bâtiment et je parle 5 langues. » Mathieu sourit, reconnaissant sa propre histoire qui se répétait. « Quelle langue parles-tu, Léa ? Français, anglais, arabe, portugais et italien. J'apprends l'espagnol. » Et comment les as-tu apprises? Internet, la bibliothèque, et en parlant avec des touristes dans le centre-ville. Mathieu se leva et tendit la main à Léa. Bienvenue dans l'équipe, Léa. Nous allons voir ce que nous pouvons construire ensemble. Claire, maintenant âgée de 50 ans, observait depuis la porte et sentait son cœur se remplir de gratitude. Son fils n'avait pas seulement atteint le succès personnel, il avait créé un cycle d'opportunités qui se perpétuait. Pierre, à 72 ans, avait officiellement pris sa retraite, mais il visitait toujours l'entreprise régulièrement. Cet après-midi-là, il trouva Mathieu en train de guider Léa sur les protocoles culturels internationaux. « Comment vous sentez-vous en voyant l'histoire se répéter » demanda Pierre. « Je me sens reconnaissant » répondit Mathieu. « Reconnaissant d'avoir appris que le vrai succès n'est pas ce que l'on réalise pour soi-même, mais le nombre de portes que l'on ouvre pour les autres. » Et quelle est la prochaine étape ? Mathieu regarda par la fenêtre, voyant Paris s'étendre jusqu'à l'horizon. Nous étendre en Afrique et en Asie. Il y a des millions de jeunes talents sur ces continents qui n'ont besoin que d'opportunités. Ce ne sera pas facile. Ça ne l'a jamais été, sourit Mathieu. Mais quand on a la bonne famille à ses côtés, tout est possible. Ce soir-là, Claire, Pierre et Mathieu dînèrent ensemble dans le même restaurant où ils avaient célébré leur première victoire une décennie auparavant. « Regrettez-vous quelque chose ?» demanda Pierre. « Je regrette d'avoir mis tant d'années à comprendre ma propre valeur, » dit Claire. « Mais je suis reconnaissante d'avoir élevé un fils qui a toujours su la valeur des personnes. » « Je regrette d'avoir hésité à donner des opportunités à des personnes différentes, » dit Pierre. « Mais je suis reconnaissant d'avoir rencontré une famille qui m'a appris que la différence est une force. » « Et toi, Mathieu ?» Mathieu regarda Claire et Pierre, les deux personnes qui l'avaient façonné. « Je ne regrette rien, » dit-il finalement. « Chaque décision, chaque défi, chaque opportunité refusée ou acceptée nous a conduits jusqu'ici. Et c'est exactement là où nous devons être. »